Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, je suis ravi de te faire cette nouvelle vidéo des amusettes. La Fabrique Hippique, c'est la chaîne d'apiculture qui répond à tes questions toutes les semaines. Si ce n'est pas déjà fait, tu as l'e-book en dessous dans la description des 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison. Tu peux aussi aller voir pour tout ce qui va être formation. Et puis, on va attaquer les premières questions, bien que, comme tu peux le constater par rapport à la vidéo de la semaine dernière, on a remis la doudoune parce qu'il nous annonçait à peu près 20 degrés super soleil. Et malheureusement, c'est pas le cas. Donc, allez, on attaque la première question. Première question de Lance Flair qui, il ou elle me dit que, il ou elle a un potager et avec beaucoup de fleurs et que depuis quelques temps, il voit pas mal d'abeilles venir butiner et que, petite précision, il ou elle est dans le sud-ouest et que donc, elle voulait savoir si elle devait préparer bien le fait qu'on soit quasiment fin mars, préparer entre guillemets la ruchette piège. Alors, est-ce que tu dois préparer la ruchette piège? Ça va dépendre de ton secteur, mais oui, tu peux la préparer puisque dans le sud-ouest, il fait déjà assez beau, assez chaud, et donc tu auras de l'avance par rapport à ceux qui sont dans le nord de la France. Donc dans tous les cas, vaut mieux préparer en avance ta ruchette piège et qu'elle ne serve pas tout de suite, mais qu'elle soit opérationnelle au moment venu, que trop tard et du coup passer potentiellement à côté de la capture d'un essaim. Deuxième question de Flol qui me demande si je sais si les bourdons d'une ruche bourdonneuse, donc issue de la ponte d'une abeille ouvrière, peut féconder une reine. Merci. Merci à toi pour la question. Je te dirais excellente question puisque je me la suis jamais posée actuellement. Voilà. Donc, je n'ai pas la réponse. Je ne vais pas te dire de bêtises là-dessus. Je vais me renseigner justement pour voir si potentiellement un mâle issu d'une ruche bourdonneuse pourrait féconder des reines. Donc pas de réponse pour le moment, mais on la garde sous le coude le temps de se renseigner, de trouver la personne qui pourra y répondre. Nouvelle question de Nature et Bricolage qui me dit que par rapport à la vidéo comment nettoyer mes cadres de hausse après récolte, il me dit qu'il utilise les deux techniques que je propose à l'intérieur, mais qu'il a un cas de figure où lorsqu'il stocke le pollen pendant l'hiver, le pollen a tendance à entre guillemets moisir et que donc lui il gratte le pollen pour le supprimer, mais que s'il doit faire ça et ou surtout changer les cires, la problématique c'est que ça va concerner 50% de ses cadres. Alors nous, comment est-ce qu'on procède par rapport à ça? Tu as deux possibilités. Soit, si ça t'embête vraiment de laisser cette petite partie un peu moisie sur le haut du pollen, c'est de gratter au lève 4 juste la partie pollen, tout simplement. Par contre, nous, ce qu'on fait, on reprend les cadres qu'on va aller remettre sur les ruches, dans les hausses, tout simplement. Les abeilles vont faire le nettoyage ta hausse va être opérationnelle pour que les abeilles puissent charger en miel et que tu puisses effectuer tes récoltes. Maintenant, tout dépend le taux, j'ai envie de dire, de pollen que tu peux avoir de moisi à l'intérieur. C'est sûr que si c'est une très très grosse quantité, aidons un petit peu les abeilles quand même à gratter la partie haute et à laisser entre guillemets un pollen viable. Nous, c'est vrai qu'on en a, nous dans notre cas de figure du monde, on en a très peu, voire quasiment pas du tout du pollen dans les hausses. Donc c'est vrai qu'on a tendance à laisser parce que ça n'a pas un impact particulier en termes de quantité. Autre question de Phil Constantin sur la vidéo des amusettes 30 qui me demande, au vu de la reprise d'activité de sa ruche, quand est-ce qu'il va pouvoir retirer les réducteurs d'entrée. Alors le réducteur d'entrée, tu vas pouvoir le retirer dès que les beaux jours commencent à arriver et que la chaleur commence à se faire ressentir de façon assez constante. Et surtout lorsque tu vas commencer à agrandir ta colonie, si tu l'as hiverné par exemple sur 6 cadres, et que tu commences à mettre 7 cadres, 8 cadres, là dès que tu commences à agrandir la colonie, c'est que ta population est en expansion. Et donc, à partir de ce moment-là, tu peux retirer les réducteurs d'entrée. Je complète ta question par quand est-ce qu'il faudra que tu les remettes. En fonction de ton secteur géographique, ça sera soit au moment où les frelons asiatiques vont faire leur apparition et ou
en fin de saison à la préparation de l'hivernage pour éviter que des rongeurs ne viennent entre guillemets taper l'incruste dans ta colonie. Pour ceux qui veulent le voir et voir aussi le résultat d'un rongeur dans une colonie, je t'invite à aller sur Instagram puisque ça nous est arrivé sur une ruche et que donc on a posté les photos. Question de Seb G sur la vidéo des cadres à mâles qui me demande, qui me dit plutôt qu'il va essayer de mettre une hausse sous sa ruche avec des cadres, avec des feuilles de cire gaufrée. Hein. Donc tu reprends entre guillemets un petit peu la technique que j'avais pour l'élevage de rennes, la vidéo que j'ai faite l'année dernière. D'ailleurs, je te mettrai le lien sûrement au-dessus de la vidéo, dans lequel je mets moi la hausse en dessous avec des cadres, avec des feuilles de cire gaufrée, justement, pour que la reine puisse descendre dans la hausse, pondre, et qu'ensuite j'utilise ces cadres-là pour faire mon élevage de rennes. Donc tu me demandes, est-ce que les abeilles vont bâtir et est-ce que surtout est-ce que la reine va pondre à l'intérieur? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Parce que tu voudras en faire un essaim après. Alors en faire un essaim sur une hausse d'Adam, mis à part si tu souhaites travailler en divisible, il n'y a pas trop d'intérêt, sauf si tu veux faire de l'élevage de rennes à proprement parler. Mais oui, c'est une bonne idée. C'est une idée que moi j'ai mis en place l'année dernière, mais on a eu quelques soucis, quelques complications, et donc la technique n'a pas fonctionné. Mais en soi, tu utilises la même façon d'évolution que sur une ruche varée. Hein. Pour rappel, sur une ruche varée, tu agrandis par le bas parce que la colonie, elle se fixe en haut et tu descends. La colonie va descendre et donc toi, tu agrandis en général, hein, si tu respectes le développement de la ruche varée comme la baie varée voulait le faire, eh bien, tu agrandis par le bas. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas sur une ruche d'Adam si tu mets ta hausse par le dessous. Nouvelle question de Alain Bell sur les amusettes 30 qui me dit qu'il a 3 ruches sur Paris, dont une qui est très pleine d'abeilles. Il me dit que cette ruche a une grosse activité et est-ce qu'il peut commencer à mettre la hausse ou attendre avril? Merci pour les vidéos, c'est moi qui te remercie. Eh bien non, je te conseille d'attendre encore parce que comme tu peux le constater, là on est mi-mars au moment où je fais la vidéo. Comme je l'ai dit en début de vidéo, pareil, on nous a annoncé 20 degrés cet après-midi avec un très grand soleil et ce n'est pas le cas. Là on doit tourner à peu près à 12. Tu vois, j'ai dû remettre la doudoune, il fait relativement froid et donc même si ta colonie a une très grosse activité, à ce moment-là, rajoute un cadre pour qu'elle puisse se développer, s'agrandir, mais ne mets pas de hausse encore actuellement. Parce qu'il n'y a pas encore les ressources alimentaires de disponibles, tu vas refroidir ta colonie et si tu refroidis trop rapidement ta colonie, elle va mettre plus de temps à aller récolter du nectar en saison, c'est-à-dire lorsque vraiment on aura la mielée qui va démarrer. Actuellement, ce n'est pas le cas, donc je te conseille encore d'attendre au moins, là, au vu de la météo, une dizaine de jours. Nasser qui me demande, merci pour toutes les vidéos, au plaisir. Comment installer une feuille de journal entre la ruche et la hausse du moment que c'est la période? Si c'est possible, faites-nous une vidéo, merci. Alors, comme tu te doutes par rapport à ta question, je ne pourrais pas faire la vidéo là actuellement, mais comment l'installer? Écoute, de façon la plus simple qui est, tu retires ton toit et ou ton couvre-cadre dans ton nourricière, tu mets un papier journal dessus, tu fais des petits trous avec ton lève-cadre, ok, et tu mets ta hausse par le dessus et tu laisses comme ça et les abeilles, elles vont venir entre guillemets déchiqueter le papier pour le sortir, pour l'évacuer et donc elles auront après libre accès, libre passage pour aller dans la hausse. Maintenant, ça dépend pourquoi est-ce que tu veux utiliser cette technique. En général, on utilise cette technique pour rassembler 2 colonies, dont une qui peut être orpheline ou voilà, où on veut faire un regroupement et où on veut que les abeilles ne se bagarrent pas trop au départ. Donc on utilise la technique du papier journal justement pour que les abeilles s'échangent les phéromones, les odeurs, le temps qu'elles grappillent ce papier journal. Maintenant, tu peux essayer d'utiliser cette technique si tu souhaites mettre une hausse, pour revenir à la question d'avant, pour mettre une hausse un petit peu plus tôt et éviter que ta colonie ne se refroidisse trop vite. Dès qu'elles vont sentir le bon moment pour pouvoir monter et qu'elles auront envie de s'étendre, à ce moment-là, elles grappilleront le papier journal et elles monteront. Maintenant, voilà, nous, ce n'est pas une technique qu'on utilise, qu'on utilise pour les hausses. Quand c'est les hausses, on les place, elles montent pour stocker et on l'utilise principalement si on veut réunir 2 colonies. Mais je te ferai une vidéo pendant la saison si l'occasion se présente. Question de Jérôme
Belmine qui nous remercie pour les vidéos, de rien, qui me demande, voilà, il débute en apiculture, il a 2 ruches et il souhaite en faire une 3e issue d'une division au printemps. La question c'est, je peux faire un essaim avec mes 2 ruches, à quelle époque et dans quelles conditions? Merci. Alors, oui, tu peux faire une 3e colonie avec tes 2 colonies que tu as déjà. Il faut prévoir le matériel. Ensuite, à quelle époque et dans quelles conditions? À quelle époque? Je sais pas où tu habites exactement, donc j'ai pas les conditions météo, mais en général, tu vas commencer, si tu es dans le sud de la France, extrême sud, tu vas commencer peut-être à partir de fin mars, mi-avril, et tu vas pouvoir faire ça jusqu'à à peu près fin juin, d'un point de vue un peu global. Maintenant, attention, ça dépend vraiment de ton secteur géographique. Ensuite, dans quelles conditions? Eh bien, il faut que tes colonies soient populeuses, il faut que tu puisses répartir un nombre de cadres entre de la nourriture, le pollen, le miel et le couvain fermé et non fermé, eh bien, pour faire cette ruchette, d'accord? Cet essaim artificiel. Je t'invite à aller voir la vidéo dans laquelle je dis que le titre c'est je fais un essaim pardon, sans recherche de RN. Je te mets eh bien, pareil au-dessus dans la description la vidéo. J'explique comment faire, donc tu as tout en exemple dans cette vidéo. Je te laisse aller la regarder. Deuxième question de Alain Bell qui me dit pourquoi, alors c'est sur la vidéo récolte et extraction du miel, qui me dit pourquoi tu ne retournes pas les cadres, la force centrifuge est à l'extérieur et pour les alvéoles de l'intérieur, comment se vide-t-elle? Merci. Alors écoute, je vois à peu près la question, mais on n'a jamais eu de souci particulier. En fait, les cadres, on les prend. Une fois qu'on a fini d'extraire dans un sens, on le retourne, on le met dans l'autre. Donc, on fait une rotation manuelle des cadres à l'intérieur, d'un côté et de l'autre, tout simplement. Voilà. Nouvelle question de Mub JJB sur le tuto apiculture, nettoyage et entretien des ruches d'Adam, qui me dit qu'il a visionné la vidéo et qu'il se demande où sont les abeilles. Est-ce qu'à un moment elles quittent la ruche? Son projet c'est d'installer une ruchette et comment la nettoyer si les abeilles sont dedans. Alors, en effet, tu débutes. Je te conseille encore de regarder des vidéos, hein, peu importe les chaînes YouTube, mais des vidéos qui vont vraiment t'apporter du contenu et de l'information, d'accord? Par rapport à ça, le nettoyage de la ruche a été fait parce que c'est une ruche vide tout simplement. De base, les abeilles ne doivent pas quitter ta ruche. Si toi tu veux nettoyer ta colonie, si tu veux nettoyer plutôt le corps de ruche, l'élément principal, eh bien tu vas prendre un nouveau corps de ruche que tu auras nettoyé au préalable, dans lequel tu vas remettre les cadres dans la même position initiale dont tu les as trouvés, donc cadre numéro 1, numéro 2, numéro 3, d'accord? Et ton vieux corps de ruche, ton plancher, ton nourrisseur ou ton toit, pareil, tu fais le remplacement avec de nouveaux éléments et tu les nettoies et tu les garderas en réserve pour potentiellement une autre colonie ou s'il y a un souci avec le matériel que tu viens de mettre. Mais non, de base, tes colonies vont rester dans les ruches. Il n'y a pas forcément de nettoyage systématique des corps de ruches et ou du matériel parce que si tu as des colonies très nettoyeuses qui font le job, le plancher par exemple, nous, toutes les ruches, on ne nettoie pas forcément, on ne change pas forcément tous les planchers. Lorsqu'on a des colonies très nettoyeuses, les planchers sont très propres et donc il n'y a pas forcément obligation de le changer. Question de Lac Attack sur la vidéo, eh bien, Salon de l'Agriculture 2022, qui me demande, qui va faire plutôt une division et avec une introduction de rennes à moins de 3 km du rucher initial. La question c'est une fois posée, je laisse la porte fermée 24 heures, une fois la division faite, ou je laisse ouvert. Il a peur que la reine soit tuée si il ferme. Alors, plusieurs particularités par rapport à ta question. Déjà, tu vas déplacer ta colonie, mais à moins de 3 km. Donc déjà, sache que toutes les butineuses que tu auras dans ta colonie vont repartir sur les ruches initiales. Maintenant, il faut vraiment que tu charges en nourrice un maximum cette ruche pour pas qu'elle soit dépeuplée d'abeilles et que le couvain qui soit à l'intérieur, entre guillemets, eh bien, meurt de froid parce qu'il n'y a plus assez d'abeilles, tout simplement, pour s'occuper du couvain. Donc il faudra secouer des cadres. Alors attention à qu'il n'y ait pas la reine dessus, hein, évidemment, mais il faudra secouer des cadres avec des nourrices sur eh bien, cette ruchette. Cette ruchette, tu peux l'emmener à plus de 3 km si tu veux. Par contre, avant d'intégrer ta reine à l'intérieur, il faut au moins que tu laisses 24 voire 48 heures la colonie
tranquille, ouverte, sans reine à l'intérieur, donc que les abeilles se sentent orphelines. Tu reviens et à ce moment-là, tu vas voir qu'il y aura des ébauches de cellules royales. Tu casses les ébauches de cellules royales et tu pourras commencer à intégrer ta reine. Attention, il faudra que tu reviennes quand même 5 à 7 jours après, parce que si tu passes dans les 24-48 heures, des abeilles pourront aussi décider d'élever eh bien, une future reine sur les œufs qui restent en place, puisqu'on sera dans les 3 jours. Donc il faudra repasser pour éviter qu'une cellule royale se développe et que tu aies une deuxième reine. Question de Alexandre Baudois qui me dit Salut Mathieu, j'ai une ruche d'Adam avec un toit chalet. Est-ce que je peux remplacer le couvre-cadre par une moustiquaire pour créer une ventilation de type Varroa? Il y a un phénomène qui se met un petit peu en place où il y a de plus en plus de gens justement qui essayent de créer de la ventilation au niveau des ruches et surtout en ruche d'Adam. Alors ça fonctionne en ruche Varroa parce que le volume de ruche est plus petit. D'accord, par rapport à une ruche d'Adam. Maintenant, si tu mets juste une moustiquaire et que tu as une ventilation qui se fait par le dessus avec un trou aéré, par exemple sur ton toit chalet, hein, comme on peut avoir sur des ruches d'Adam ou sur des ruches Varroa, ça va être trop volumineux en termes de conséquences de refroidissement de la colonie. Donc, deux possibilités. Soit tu mets au-dessus un système un petit peu, alors pas d'isolant, mais de copeaux de bois, voilà, quelque chose qui va, entre guillemets, atténuer la déperdition. Okay, et ou alors sinon tu gardes le couvre-cadre mais tu le perces en fait sur lequel tu vas mettre tes moustiquaires, ce qui fait que tu auras cette ventilation, cet effet cheminée qui va se créer pour ventiler ta colonie. Par contre, ça va être de taille beaucoup plus petite, donc moins de perdition de chaleur, en tout cas de façon moins conséquente. Si tu vois que ça fonctionne, après tu peux y aller progressivement si tu veux augmenter le volume de cette ventilation. Mais déjà, dans un premier temps, je te conseille de faire ça. À savoir que sur les ruches Varroa, même quand il y a la ventilation, on ne laisse pas juste la moustiquaire ou la grille à propolis en termes de ventilation. À l'intérieur, il y a un élément Varroa vide dans lequel on va intégrer justement soit des copeaux de bois ou un isolant qui permet justement le passage un petit peu de l'air. On ne comble pas totalement la partie ventilation. Et voilà, notre guest nous a rejoint pour la question maladie, question traitement. Donc il y a Didier Bâtard qui demande concernant le varroa, tu ne traites jamais en sublimation avec l'acide oxalique, j'ai l'impression. Il y a des appareils bon marché à 100 € à gaz. Pourquoi ce choix? Et donc là, je vais laisser Arnaud, notre TSA à la fabrique, qui va répondre à la question. Alors, très bonne question. Normalement, Didier, si je me trompe pas, après c'est à vérification, mais normalement, l'acide oxalique que tu utilises en fumigation, c'est de l'acide oxalique pur. Et l'acide oxalique pur, normalement, maintenant est interdit en France. Donc, l'usage de fumigation, normalement, est interdit. C'est pour ça que maintenant, on fait tout ça en sublimation, en égouttement. En égouttement, maintenant, on fait ça que comme ça maintenant. Et donc, c'est pour ça qu'on ne le fait pas à la fabrique typique. Parce que normalement, comme je te dis, l'achat pur d'acide oxalique maintenant normalement est interdit. Donc maintenant à vérifier si je dis pas de bêtises, mais normalement c'est le cas. Après, moi en perso, c'est vrai qu'on n'a pas fait de fumigation ou sublimation, enfin ça dépend des expressions que certains utilisent, bref, parce que lorsque tu traites comme ça, en général, souvent la grappe elle est formée quand même, et le fait d'envoyer du gaz comme ça en mode brumisateur à l'intérieur, je trouve que c'est un peu plus agressif quand même, peut-être un risque que la grappe se disloque peut-être un peu plus. Après, ça reste mon avis. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent et qui le font. C'est un peu plus agressif, oui, comme tu le dis, mais par contre, c'est vrai que l'efficacité, c'est beaucoup plus efficace que par égouttement. C'est pour ça que beaucoup d'apiculteurs le font. Maintenant, comme je vous l'ai dit, normalement, il faut une autorisation de mise sur le marché, une AMM pour les médicaments pour les abeilles. Voilà. Et donc l'acide oxalique pur normalement n'est plus autorisé forcément puisque l'acide oxalique pur est beaucoup moins cher à l'achat
que d'acheter un traitement déjà préfet, préfait. ouais, bien sûr. Et donc forcément, les laboratoires se sont plongés dedans et donc maintenant c'est interdit comme Alors, par hasard. Hein. Encore une vidéo polémique. Après, non, là c'est les amusettes, c'est la question qui va être polémique. Ouais. Après, à savoir que en termes d'apiculture, lorsque tu es plutôt familial et que tu n'as pas forcément quelqu'un qui vient chez toi, que ce soit un label pour du label bio, un label rouge ou peu importe, tu vois, qu'il n'y a pas de contrôle de registre, de traitement des maladies ou des ruchers, si tu as envie de traiter par sublimation, tu traites en fait. Hein. L'acide oxalique est encore disponible sur le marché puisqu'on en fait autre chose que des traitements contre le varroa déjà. Donc tu peux le faire, voilà. Maintenant, quand tu commences à être plutôt professionnel et que tu peux avoir des labellisations ou des contrôles surtout, et ben tu peux pas te permettre en fait de faire quelque chose qui entre guillemets serait interdit. Voilà déjà ça. Et en troisième en plus avis, troisième aussi raison pour laquelle voilà, c'est parce que nous on a aussi une exposition, si je puis dire, en termes d'exposition sur Internet, et que donc si on commence à montrer des choses qui seraient interdites, voilà, ça pourrait poser des problèmes tout simplement pour nous et pour vous. Donc on va pas montrer ce genre de choses, même si, oui, en effet, pour environ 100 €, tu peux acheter un matériel bon marché, que dans d'autres pays, c'est encore potentiellement autorisé. Oui, voilà. comme en Suisse, des choses comme ça, c'est autorisé. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, comme l'a dit Mathieu, c'est vrai que vous pouvez, en tant qu'apiculteur familial, vous pouvez le faire. Enfin, ils peuvent je te coupe, c'est pas ils peuvent le faire, ils peuvent se procurer. Vous pouvez vous en procurer, et si vous l'utilisez, vous faites ce que vous voulez, vous êtes chez vous. Par contre, c'est vrai que, comme il l'a dit, pour les professionnels, vous êtes contrôlé, vous faites contrôler votre miel. Si vous avez des traces d'une médication qui n'est pas autorisée par la mise sur le marché, on peut vous saisir toute votre production. Vous faites très attention à ça. Il faut bien faire attention à ces choses-là. Il y a des autorisations de mise sur le marché, c'est pas pour rien. Donc suivez-les. Et essayer de traiter autrement à l'acide oxalique que par fumigation si c'est interdit en France du fait qu'on ne puisse plus l'acheter normalement à l'acide oxalique pur. Ouais, et précision là sur ce que tu disais, c'est pas parce que tu t'as traité entre guillemets l'acide oxalique que tu peux te faire entre guillemets un peu taper sur les doigts. C'est sur le fait d'avoir utilisé quelque chose qui n'avait pas d'autorisation de mise sur le marché, qui n'avait pas d'AMM. C'est là la problématique. Parce que de l'acide oxalique, t'en as dans Oxybit, t'en as dans d'autres produits qui vont être en dégoûtement et pas en sublimation, mais ils ont les autorisations de mise sur le marché. Voilà. Donc voilà, en tout cas, notre réponse un peu globale sur ta question, Didier. Et merci à toi, Arnaud, de ta présence pour la réponse traitement et maladie. Voilà, j'espère que j'aurais pas dit de bêtises, mais oui, en tout cas, voilà. Ça fait ravi. Sinon, t'es viré. Sinon, je serais dehors. Voilà, au revoir. C'était la seule et l'unique vidéo que je suis en fait. De l'année. Désolé. Dernière question de Chasseur du 59 qui me dit la vie apicole reprend. En effet, ça fait plaisir et qu'on va repartir pour un cycle et il va poser une question sur le fait que quelle est la meilleure période pour retirer le couvain de mâle, entre guillemets pour la gestion du varroa, de mes cadres à mâles sans pour autant risquer de diminuer de manière trop importante la population de mâles. Alors, eh bien, ça dépend ce que tu fais en termes de pratique. Si est-ce que tu fais aussi de l'élevage de rennes ou pas. Si tu fais de l'élevage de rennes, je dirais entre guillemets au minimum, parce que si tu fais de la fécondation naturelle, il te faut des mâles. Maintenant, si toi tu ne fais pas de fécondation dirigée et que tu ne fais pas d'élevage de rennes, à ce moment-là, eh bien, tu laisses entre guillemets, tu peux laisser 1 sur 2. Voilà, tu fais une récupération de couvain de mâle, tu contrôles la pression varroa. S'il y en a, tu laisses un peu de mâle naître. La fois d'après, quand ça repond, tu recoupes. Tu vois la pression varroa. Voilà. Maintenant, si tu, entre guillemets, n'as que très peu de pression de varroa, tu peux laisser un peu plus de mâle. Maintenant, si tu as une pression vraiment très forte au niveau de ta colonie, eh ben, tu réduis, tu fais une récupération, 2 récupérations de couvain, et la troisième, tu la laisses naître, et ainsi de suite. Il faut adapter, entre guillemets, la suppression du couvain de mâle que tu vas avoir dans tes colonies en fonction de la pression du varroa que tu auras au sein de tes ruches. C'est la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci t'a plu, j'espère avoir bien répondu à ta question. Si tu en as, n'hésite pas à le laisser sous les amusettes pour que je puisse bien les récupérer pour les prochaines. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à taguer des amis, à la partager sur d'autres réseaux. Enfin voilà, fais-toi plaisir. Et quant à nous, on attend le soleil avec impatience vraiment pour pouvoir ouvrir les ruches et pouvoir vous faire des vidéos avec les différents modèles, les différentes techniques, enfin voilà, tout ce qu'on a préparé pour la saison. Et
En attendant, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.